Merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis absolument bouleversée de voir tout ce monde. C'est magnifique. Je suis très loin de chez moi. Avant de me lancer dans mon propos, je voudrais d'abord parler un peu de mon travail. Je voudrais vous parler de ce que j'ai fait et de ce que j'aimerais. Mes buts. Il y a beaucoup de choses intéressantes à lire sur moi, sur Internet. Il y a des choses que je ne connaissais pas sur moi, que j'apprends en ligne. Et je suis apparemment une personne qui polarise. Alors que ce n'est pas du tout mon intention. On m'a appelé le polarisateur. Donc il y a Terminator et maintenant il y a un polarisateur. Bon, c'est moi. J'ai lu que j'étais celui qui qui traîne l'apiculture dans la merde, pour le dire clairement, et qui lui enlève tous ses droits. Alors, je pense que tous ces éléments ont quelque chose en commun. Ça ne touche pas du tout l'essentiel de ce que je fais, et surtout pas l'essentiel de ce que je veux faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas ici pour faire la morale et montrer du doigt certaines personnes. Aujourd'hui, on ne parle pas de vous, personnellement. Nous parlons aujourd'hui de données, de l'impact des pratiques apicoles sur la biologie des abeilles. Je parle d'observation, de science, mais on ne parle pas ici de vous, personnellement. Il y a de nombreuses choses qu'aujourd'hui je vais vous dire. C'est vrai que certaines choses, c'est difficile à absorber et à accepter. Pourquoi? Ça tient à la nature même de la chose. Mais ce n'est pas une critique. Mais je voudrais aussi en appeler à vous. Ne prenez pas cela pour une critique personnelle. Ne vous fâchez pas. Ce n'est pas le but de la chose. Ce que moi je veux, c'est vous donner des informations que vous n'avez pas encore. Des informations que vous n'avez pas apprises dans la formation d'apiculteur. Parce que dans cette formation, il ne s'agit pas de comment maintenir les abeilles dans l'indépendance des êtres humains, mais c'est de les faire produire du miel. Et il y a des modes d'agir avec les abeilles qui ne sont pas respectueuses de l'espèce. Et c'est pour ça qu'il y a 4 ans, pour la première fois, l'université de Würzburg m'a chargé de faire des recherches sur les conditions de vie des abeilles dans les souches, dans les creux des arbres, et de voir l'impact sur leur santé. Alors, vous vous rendez compte? On dit que les abeilles mellifères sont le 3e animal de rente le plus important du point de vue économique, après les bovins et les porcins. Donc, ce sont des pollinisateurs et à ce titre, c'est une des espèces les plus importantes de la Terre. On peut parfaitement vivre sans les bovins et les porcins, mais on pourrait vivre difficilement sans les pollinisateurs. Donc, du point de vue écologique, on ne peut même pas quantifier la valeur des abeilles. Il y a toutes sortes de plantes que nous n'utilisons pas, mais qui sont pollinisées, qui engendrent ou qui maintiennent en vie toute la biodiversité. En fait, cela va bien plus loin que le miel. Il s'agit des abeilles mellifères et de les maintenir de manière durable sur Terre, parce qu'elles font partie de la nature. Au cours des 10 dernières années, on vous a certainement dit que les abeilles mellifères dans la nature n'existent plus. Ce n'est pas tout à fait juste. Non, elles n'ont pas disparu. Et si vous regardez derrière moi, ici vous avez une cavité de souche. Et ce qui frappe, quand on regarde, c'est qu'il y a différentes abeilles, des jaunes, des foncées, des grandes, des petites. Ici, ce n'est plus un élevage uniforme. Nous avons de véritables facettes. Comment est-ce que c'était possible que pendant des dizaines d'années, on nous a dit il n'y a plus d'abeilles dans la nature et qu'on les crut? Eh bien, la raison,
c'est que nous, on regarde dans notre caisse. Nous savons que si nous ne les aidons pas dans leur ruche, elles vont mourir. Nous avons ensuite fait un saut dans la réflexion en se disant d'accord, alors si je ne les aide pas, elles vont mourir, donc je les maintiens en vie. Donc il ne peut plus y avoir de population naturelle d'abeilles puisque sans notre aide, elles disparaîtraient. Alors ce point de vue est par analogie aussi logique que de tirer la conclusion qu'il n'y a plus de sangliers dans les forêts parce que les cochons, dans la détention industrielle des cochons, dépendent des antibiotiques. Cela n'a donc rien à voir avec la réalité. Dans les cavités de souche, la vie des abeilles est radicalement différente de celle qu'elles ont dans les ruches. C'est donc de cela qu'il s'agit. Nous avons ici un immense problème historique que nous n'avons encore jamais affronté. En effet, on s'est résigné au fait qu'il n'y avait plus d'abeilles naturelles à l'état sauvage. Et quand on a commencé de pratiquer des recherches, on les a découvertes dans des forêts, des grandes forêts. Et pas seulement des essaims qui disparaissent, mais des essaims pluriannuels. Moi, par exemple, je surveille plus de 50 populations sauvages qui ont plusieurs années. Et elles se portent comme un charme. Comment est-ce possible? Elles sont entourées de l'agriculture, de champs qui ont été aspergés de toutes sortes de substances, et elles n'ont pas les problèmes que nous avons avec nos abeilles en ruche. Je ne connais aucun apiculteur qui n'aime pas ses abeilles et qui ne ferait pas tout au monde pour elles. On a tous l'impression qu'elles ne se portent peut-être pas très bien, ces abeilles chez nous, mais on ne voit pas d'autres possibilités parce qu'on ne nous en a jamais montré. Donc, l'apiculture a suivi une évolution qui finalement suscite des problèmes contre lesquels on lutte. Vous avez par exemple la loque américaine, la loque européenne, plus les varrois, les acariens varrois. Donc, c'est vraiment en premier lieu un problème qui dépend des pratiques apicoles. Et c'est ça que je voudrais ici traiter aujourd'hui. Je voudrais vous montrer comment les populations d'abeilles vivent dans la nature, comment elles arrivent à vivre sans l'aide de personne, et ensuite de comparer cela avec ce qui se passe dans les ruches, ce qu'elles font dans les ruches des abeilles, ce qu'elles font dans la cavité de souche. Et quand on libère ces essaims de ruches et qu'on les met dans des conditions naturelles, elles manifestent des comportements absolument stupéfiants qu'on n'observe jamais lorsqu'elles sont en ruche. Par exemple, j'ai enfin pu comprendre ce qu'on appelle en anglais le washboarding. C'est ce que les abeilles ont fait tout le temps. Vous avez vu dans la vidéo, qui est-ce qui a déjà observé ça? Il y a 5 personnes qui l'ont observé. Vous en avez ici que des apiculteurs. Mais les abeilles dans la nature le font tout le temps. Alors ça a une influence décisive sur la capacité de survie des abeilles. C'est une activité décisive et c'est toute une série d'activités que les abeilles font qui sont décisives pour leur survie, mais il faut qu'il y ait certaines conditions pour qu'elles manifestent ces comportements. Nous avons donc un immense problème depuis des millénaires, depuis en fait que les êtres humains se servent des abeilles et utilisent leur production. Et on se sert au fond dans le pool génétique et les réserves de la nature. Donc ça n'a aucune importance pour la survie d'une espèce si on en prend une partie d'une espèce et qu'on en fait ce qu'on veut, tant qu'une majorité du pool génétique de cette espèce continue d'être soumis aux conditions naturelles, c'est-à-dire la sélection naturelle. Ça n'a strictement aucune importance pour la survie de l'espèce. Alors, par analogie, s'il y a plein de poissons dans l'océan et que je sors quelques saumons,
et puis je fais un étang, et puis je fais des manipulations génétiques qui deviennent énormes, qui ne puissent plus nager vite, qui ne puissent plus chasser, qu'ils aient de la chair rapidement, ça n'a pas d'importance pour la survie de l'espèce, puisque leurs congénères sauvages vivent dans l'océan. Donc, ils doivent s'adapter. Il y a la sélection, les faibles sont mangés, les malades sont mangés, les idiots aussi, d'ailleurs, sont dévorés. Et ceux qui sont de l'étang, on les nourrit. Ça n'a aucune importance. Mais au cours des 100 dernières années, dans l'apiculture, et particulièrement dans les 60 dernières années, beaucoup de choses ont changé. L'océan est vide. Et nous prenons une grande partie de ce pool génétique de cette espèce qui a donc contribué donc à la coévolution des abeilles sauvages. Et donc, ce sont ces abeilles qui maintiennent l'écosystème dont nous sommes une partie. Et c'est une espèce clé qui est irremplaçable pour cet écosystème. Donc, il n'y a plus la question de la sélection naturelle de l'adaptation. Ce sont les critères de l'être humain qui sont là, décisifs. Et nous les détenons d'une manière qui est contraire à leurs besoins, mais nous intervenons de manière ciblée dans leur pool génétique parce que nous nous permettons de créer de meilleures abeilles que celles, au fond, qui ont été créées il y a 45 millions et qui ont évolué pendant les 45 millions d'années. Donc, en fait, si nous prélevons une petite partie de la nature, ça va. Mais là, ce que l'on fait, c'est qu'on prend tout le pool génétique. Nous définissons la suite des abeilles. On veut qu'elles perdent toutes les caractéristiques qui leur ont permis de survivre. Ce qui fait que ce qu'elles ont acquis en 45 millions, elles ne sont jamais mortes, elles n'ont jamais disparu. Tout d'abord, elles ne vivent pas sur le sol. Le fait qu'elles se cherchent de petites résidences dans la nature, qu'elles font autant de miel que nécessaire, qu'elles défendent leurs ruches, leur population, qu'elles ne s'asseyent pas tranquillement sur leurs alvéoles pendant que l'ours vide les alvéoles. Elles font des essaims. Ce sont des caractéristiques fondamentales qui ont défini la capacité de survie de l'espèce. Nous existons depuis 300 000 ans, les abeilles depuis 45 millions d'années. Et puis depuis les 150 dernières années, nous modifions la reproduction et la sélection naturelle des abeilles. Et nous avons remplacé ça par des critères qui, dans l'ensemble, minimisent la capacité de survie de l'espèce et se contentent en fait de servir nos intérêts à nous, êtres humains. Parce que nous intervenons de manière ciblée dans leur pool génétique, nous prenons ce qui nous arrange, ça n'augmente pas la capacité de travail d'une abeille, parce qu'elle travaille de la même manière. Mais ce que nous faisons, nous déplaçons l'équilibre. L'équilibre de l'exercice des activités de l'abeille. Donc, nous avons absolument oublié la majorité des caractéristiques qui leur permettent de survivre. Et c'est là qu'on en arrive à la conclusion, et toutes les études scientifiques l'ont montré, que seule la sélection naturelle permet de saisir toutes les facettes et tous les critères, de les définir, de les sélectionner. Et c'est ce qui fait la capacité de survie des abeilles dans la nature. Donc si on essaye de les pousser dans un sens, tout comportement acquis par notre intervention a un coût. Et nous verrons que ce sont quand même des modes de comportement qui sont décisifs. Et c'est pour ça que finalement, on arrive à un véritable écocide. Parce que
nous ne pourrons pas maintenir indéfiniment les abeilles comme dans ce monde avec la chimie. Et il suffit de voir CCD en 2008 où on a vu qu'on n'a plus de réserve. Le pool génétique, la source de la vitalité, de l'adaptation des abeilles qui a assuré et défini la survie des abeilles mellifères. Et cette capacité d'adaptation, eh bien tout ça, nous l'avons supprimé. Et c'est ça qui est important. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Seulement voilà, la majorité d'entre nous ne s'adresse pas aux abeilles parce qu'ils veulent en fait produire du miel. La majorité des gens en fait veulent faire du bien aux abeilles, à la nature. Ils ont entendu que les abeilles se portent mal, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire de l'apiculture, pour faire du bien aux abeilles. Et tous ces idéalistes font partie des associations d'apiculteurs, apprennent de l'exploitation maximale. Donc cela sape toutes les caractéristiques et les modes de vie des abeilles et on arrive au contraire de ce qu'on avait voulu faire au départ. Donc moi ce que je voudrais c'est que cette espèce survive. Et je crois qu'il faudrait quand même qu'on soit d'accord sur ce point. Il s'agit ici de la survie de l'espèce, de maintenir cette espèce. Je n'ai rien contre l'utilisation économique et commerciale des abeilles mellifères. Je ne suis pas là pour les juger, ni de faire un jugement moral. Ce que je souhaite, c'est qu'on soit honnête. On ne pourrait pas dire que finalement on mette ces ruches sur le sol avec leur grille d'entrée, qu'on mette de l'acide formique et qu'on remplace le miel par de l'eau sucrée. Et je crois qu'il faut quand même être honnête. Si on veut analyser l'état de l'apiculture et qu'on voit quels sont ses effets secondaires et les possibilités d'une autre manière de traîner les abeilles, je pense que la majorité d'entre vous, si vous aviez entendu, si vous aviez eu cette liberté de choix, vous n'auriez pas des ruches qui sont des boîtes. Nous aimerions vous donner cette liberté de choix. Nous voudrions transférer ce concept dans la formation en vous montrant des alternatives, en vous montrant comment vous pouvez avoir des abeilles sans chimie et sans avoir des pertes considérables. Et comment vous pouvez faire quelque chose de bien pour ces espèces. Et il y a toutes sortes, évidemment, de points de friction, mais au fond, aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est vous donner l'information. Vous voyez, celle qu'on a vue dans la cavité de souche, et vous allez voir les recherches que l'on fait dans les cavités de souche avec les abeilles et les dernières découvertes. Et après, cela devrait nous inspirer. Après, bon, ce que vous ferez de ces informations, vous êtes libre. Il ne s'agit pas ici d'interdire de quelque chose. Je ne crois pas aux interdictions. Moi, je crois à la nécessité d'informer. Et quand on est bien informé, on peut prendre de bonnes décisions. Et c'est de ça qu'il s'agit. Première bonne nouvelle, les abeilles mellifères n'ont pas disparu. La deuxième, nous avons suffisamment d'idéalistes dans la protection des espèces et de jeunes apiculteurs qui veulent protéger les abeilles. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que nous avons élaboré un concept qui permet une utilisation optimale des abeilles et qui arrive à cet objectif. Et c'est ça que je voudrais vous montrer maintenant. Mais alors, avant
de commencer, j'aimerais bien vous poser une question. Qu'est-ce qui se passerait si... Alors maintenant, faites un effort d'imagination. Si je pouvais détenir des abeilles sans grande contrainte temporelle et matérielle, si je ne devais pas faire des contrôles hebdomadaires ou d'autres interventions invasives sur la population, si j'avais des abeilles qui étaient autonomes, qui veilleraient elles-mêmes à leurs besoins, si je pourrais simplement mettre quelques ruches dans le jardin et de temps en temps avoir quand même un peu de miel, éventuellement, hein. Si on luttait contre le varroa avec d'autres moyens que les acides et substances chimiques, si je pouvais redonner aux abeilles un habitat conforme à la nature, à leurs besoins, et en gardant cette espèce pour les générations futures, dans leur habitat qui a toujours été le leur, dans les forêts, dans les souches des arbres. Et ma foi, si je devais renoncer à de grandes quantités de miel, qui le ferait? Non, si je vous pose la question. Ben, c'est bien. Très bien. Même. Je voulais vous présenter un texte qui m'avait fait peur à l'époque. Je crois que vous ne pouvez même pas voir le transparent d'en bas. On cherche le technicien. Le technicien semble avoir disparu. En tout cas, il n'est pas à côté de l'interprète. Et c'est quand même important parce qu'après, il y en aura des images. Johann Thur, en 1946, avait écrit un texte qui parle du fait de l'odeur du nid et du lien avec la chaleur. Alors quand j'ai lu cela d'abord, j'ai à la fois dû rire et pleurer parce que j'ai vu que tout ce que je faisais avait déjà été décrit il y a 70, 70 ans. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul. J'avais enfin quelque chose d'écrit. Et nous avons beaucoup de textes anciens qui nous donnent des informations étonnantes. Et je voudrais quand même en extraire quelques citations. Ah, c'est presque un texte prophétique, parce qu'il décrivait le futur des abeilles. Alors, malheureusement, le texte est caché. Ah, voilà. Alors, cette loi est déjà la base de la santé et du rendement, parce que toutes les performances, tout le bien-être des abeilles dépend de la chaleur. C'est aussi important que la nourriture. Chaque ruelle de cadre est un espace fermé. Donc, en hiver, la chaleur, il n'y a pas de perte de chaleur, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas d'humidité dans la ruche et de moisissure. Tout cela est évité. Alors, c'est vrai qu'on a pu constater que dans les ruches de cadre, du fait qu'on n'a pas tenu compte de cette loi, d'une chaleur qui soit libre de tout germe, cela a permis littéralement une diffusion des contaminations des abeilles. Mais tous les cadres causent des dommages aux abeilles et au fond personne n'en tient compte. Parce qu'actuellement, l'apiculture actuelle n'a plus du tout à l'esprit quels sont les besoins naturels des abeilles. Et c'est cela que l'on a dit il y a 70 ans, 70 ans, et que cela continue.
Donc maintenant, on sait par contre comment on manage des abeilles, comment on maximise leur production, mais on ne sait en fait plus rien de ce dont elles ont besoin. Quand on réfléchit au sujet, au fond, pourquoi est-ce que je fais des recherches? Pourquoi est-ce qu'on veut savoir comment les abeilles vivent dans la nature? Mais dans la biologie, on parle de l'habitat d'une espèce lorsqu'elle s'est adaptée pendant son évolution. On parle de niche écologique. Et cette niche écologique est définie par deux facteurs principaux. Les facteurs abiotiques, c'est-à-dire ce qui n'est pas vivant, le climat, l'humidité, etc. Et tout ce qui vit. Les autres plantes, les plantes qui servent de nourriture, etc. Les parasites aussi. Et nous, êtres humains, nous nous sommes adaptés à une certaine niche écologique. Et nous savons bien nous-mêmes, en été, dans les latitudes dans lesquelles nous habitons, nous avons des conditions optimales climatiques. On se porte tous bien en été. On a rarement une crève, un gros rhume. Mais dès que l'hiver arrive, qu'il y a un changement de température et les valeurs de l'humidité, on tombe tous malades, il y a des grippes, des angines, des rhumes, etc. Il suffit de quelques degrés, quelques pourcentages de différence d'humidité, de degrés d'humidité. On n'est plus dans les conditions les meilleures possibles, mais on va vers le pire pour l'espèce. Alors, on s'est rendu indépendant du temps en construisant des maisons, en ayant des habits. On a toujours une excellente alimentation. Mais on a quand même ces effets qui touchent toutes les espèces. Alors, vous avez une sorte d'écrevisse terrestre qui a besoin d'avoir des branchies humides. C'est pour ça qu'on la trouve là où c'est sombre, où c'est humide. Si je vais en forêt et j'ouvre, je casse un peu d'écorce, j'en trouve. Si je les mets dans un terrarium sec avec beaucoup de lumière solaire, elles meurent, ces bêtes. Donc, sa niche écologique est donc celle que je viens de décrire. Et c'est la même chose pour les abeilles, qui se sont adaptées au cours de leur évolution à certaines conditions. Et les conditions dans une cavité de souche sont radicalement différentes de celles d'une ruche. Plus on s'éloigne de leur évolution, plus on voit que leurs capacités sont diminuées. Donc, quand on compare leurs deux modes de vie, il faut les voir dans une cavité de souche. Et comme ça, on saura ce qu'on peut faire de bien pour nos abeilles. Alors, la première chose qui frappe, c'est-à-dire que les abeilles n'aiment pas être sur le sol. Ça ne leur plaît pas. Tom Seeley a d'ailleurs fait des expériences. Il a proposé à des populations d'avoir des cages de dessin de 1 mètre ou de 5 mètres. Eh bien, toutes elles se précipitent dans celles qui ont 5 mètres de haut. Pourtant, l'ours grimpe, donc c'est pas l'ours qui a été le facteur évolutif. Ce qui est important, c'est que c'était les micro-organismes sur le sol qui ont été décisifs, parce que il n'y a aucun insecte chez nous qui survive par terre en étant éveillé. Les fourmis se déshydratent, elles sont complètement rigides de froid. Les bourdons perdent leur nid. Les guêpes aussi, parce qu'elles n'obtiennent pas leur nourriture dans le sol. Alors on les sort
on sort les abeilles de l'arbre, on les met dans une boîte dont le fond est toujours humide. Ce sont des micro-organismes destructeurs. Dans 1 cm3 de terre, nous avons plus de microbes que tous les êtres qui vivent sur Terre. Donc, c'est donc une couche qui, en fait, consomme tout ce qu'elle trouve. Et nous avons donc de nombreux pathogènes qui rentrent par la grille, par le sol qui est en grillage. Ils rentrent dans la ruche et attaquent les abeilles. Donc, nous utilisons déjà des caisses qui ont des angles droits, qui ont des angles. Vous avez donc, comme je l'ai dit, ces fonds gris. Il n'y a rien de tout cela dans une cavité de souche. Il n'y a pas d'angle droit non plus. Et nous avons des volumes jusqu'à 200 litres. Ça, c'est intéressant. Donc, pour voir comment on peut agrandir les cavités de souche, et on peut voir ce que cela implique. Parce que pour l'instant, ça n'a jamais été remis en question. Une cavité de souche est ronde, ovale, et l'optimal a l'air d'être un lieu où il y a 40 litres. On utilise des matériaux synthétiques, du métal, du bois. Tous ces matériaux ont un point commun. La masse de bois est trop faible pour avoir un effet stabilisateur sur le climat de la ruche. Nous allons regarder, nous allons comparer le climat dans la cavité et dans la ruche. Nous avons également des parois qui sont minces parce qu'on veut être capable de soulever la ruche. Nous avons ici un trou de vol qui est long de 40 cm et haut de 2 cm. Donc ça veut dire 80 cm². Or, la moyenne qu'on trouve dans la moiture, on voit, c'est 20 cm. Alors, s'il fait un trou de 5 cm, c'est exactement cela qu'on va avoir. Et quand on regarde comment ça fonctionne, voilà, vous avez ici un trou rond, n'est-ce pas, de vol. Vous voyez que les abeilles qui arrivent, elles rentrent directement. Et celles qui sortent, elles se mettent sur le bord et elles décollent. Donc, cela marche très très bien. On peut beaucoup mieux défendre aussi la ruche quand il y a ce type-là. Or, nous avons ignoré et nous avons fait de grandes ouvertures parce que c'est plus facile. Alors, les petits cadres ont été introduits pour que les abeilles puissent être manipulées à 100%. Il y a eu un impact épouvantable sur la santé des abeilles. C'est décrit d'ailleurs dans la littérature, n'est-ce pas, spécialisée, et on a ignoré tout cela. Ce sont ces cadres et ces caisses qui ont entraîné les différentes infestations. Je suis ravie de voir des vétérinaires ici parce qu'ils sont absolument indispensables maintenant dans la manière dont on traite les abeilles. Or, les abeilles ont une capacité absolument extraordinaire. Si le trou de sortie est trop haut, ou il est trop, et puis s'il est placé trop haut, il perd trop de chaleur, elles construisent des alvéoles pour colmater, si vous voulez. Voilà, ici vous avez un exemple. Elles font un petit trou ensuite dans ce colmatage d'où elles rentrent, elles sortent. Elles le bloquent quand il y a trop d'air et elles ouvrent quand elles veulent ventiler la ruche. Elles mettent de la propolis sur ces alvéoles. Et comme nous avons une sorte de passage du froid, eh bien, il n'y a pas de moisie parce qu'il y a une circulation d'air. Et puis, les abeilles qui rentrent, elles ont déjà pu s'essuyer les pattes. Elles sont en fait désinfectées. C'est absolument extraordinaire. Si c'est nous qui leur donnons des volumes considérables pour construire des alvéoles,
cette chaleur s'en va. Elle va dans toute la géométrie. Et cette diffusion de chaleur donc, se fait dans toute la ruche. Et si on les laisse construire à leur guise, elles optimisent les conditions. Et c'est ce qu'on appelle un peu la construction un peu désordonnée, labyrinthique presque. Et qu'est-ce qui est frappant là? Et regardez bien, regardez les coins. Il y a toujours le coin est ouvert. Pourquoi? Les abeilles, elles savent qu'il y a de la condensation et que cela peut donner de la moisissure. Donc, elles construisent cela de manière que ça soit bien ventilé, tout en gardant la chaleur. Et cette capacité d'optimiser la géométrie leur est enlevée. Et c'est pratiquement, elles sont menottées, les abeilles. Elles ne peuvent plus. Tout ça parce qu'on veut pouvoir les manipuler à 100%. Alors, les abeilles souhaitent optimiser désespérément. Elles essaient de bloquer la perte de chaleur. Donc, elles ferment les cadres. Elles font des alvéoles là-dedans pour que l'air chaud ne parte pas. Et nous, on vient avec notre bâton une fois par semaine et on gratte. Et quand on a fini, elle recommence. Et c'est toute l'année qu'on travaille, au fond, contre la biologie des abeilles, pas seulement dans ce domaine d'ailleurs. Et on les occupe, au fond, à perdre une partie de leur force pour faire des choses qu'on attend d'elles. On a des feuilles cirées, on a toutes sortes de choses qui n'existent pas dans la nature. Et les canaux sont fermés. C'est une des raisons pour ça que nous avons ici du bois. Vous voyez ici mes bûchettes. Vous savez, quand il y a un tonneau de vin, le vin ne part pas. Si je mets ici de l'eau sur le côté, on va voir que l'eau reste, vous voyez, la goutte d'eau reste sur la surface, alors que c'est complètement sec. Et si je mets ça sur le devant, la goutte disparaît, parce qu'il y a de nombreux capillaires, et donc cet effet de capillarité. Vous savez, c'est comme nos poumons. Il y a plusieurs mètres carrés de surface. Et elles peuvent donc capter de l'humidité. Une des particularités du bois, c'est que le bois peut réunir différentes caractéristiques, notamment le stockage de l'humidité, de la température et une bonne isolation. Il n'y a pas une substance synthétique qui puisse remplir ça, 3 en 1. Je peux aussi essayer de frotter un peu, souffler. Voilà. Vous me dites quand vous voyez quelque chose. Pourquoi est-ce que cela joue un rôle? Parce que le bois garde la température et crée l'homogénéité de la température. Et Tom Seeley dit rock stable. Alors que les conditions climatiques dans les ruches que nous avons, en fait, ces températures changent tout le temps. Et ben voilà, je ne vais pas vous montrer ce que je viens de vous démontrer. Alors, mettre de la propolis, ça ne sert à rien. Voilà, vos caisses peuvent se présenter comme ça, à moins qu'elles soient en polystyrène.
Mais sur le polystyrène, il n'y a que de la moisissure et des bactéries. Point. Rien qui soit ça. Alors, il y a eu des études qui ont montré très clairement que quand on met des abeilles dans une ruche qui est propolisée, on peut mesurer dans les 7 jours qu'elles ont moins de bactéries et que leur capacité immunologique est diminuée. Donc, c'est une abeille, au fond, qui aura moins d'activité immunitaire, de réaction immunitaire. Évidemment, peut vivre plus longtemps. Elle est plus vive, plus costaud. Elles sont plus résistantes vis-à-vis d'autres infections, notamment vis-à-vis du varroa. Et le système immunitaire de la couche de propolis est au fond l'équivalent d'un système immunitaire. Alors que nous voulons avoir des abeilles qui ont moins de propolis parce que ça colle. Donc, c'est leur enlever des capacités immunitaires. Donc, on a même pu prouver, quand elles consomment de la propolis, mais on ne savait pas si les abeilles le font, je peux vous dire, elles le font. Cela déclenche des substances qui leur permettent de neutraliser des pesticides.